C'est un autre rendez-vous manqué, la convocation de Jean-Louis Billon par le conseil de discipline du PDCI-RDA. Le parti dit vouloir éviter des troubles. Davis Soyo. Le jeu de cache-à-cache continue entre Jean-Louis Billon et sa formation politique, le PDCI-RDA. L'audience du délégué départemental du Parti démocratique du Côte d'Ivoire de Dabakala, prévue le mercredi 15 janvier dernier, a été reportée à une date ultérieure. Raison avancée, menaces circulant sur les réseaux sociaux ainsi que des informations concordantes faisant état de l'imminence de troubles à l'ordre public. Indique le courrier envoyé la veille à Jean-Louis Billon par le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Dr Emou Sylvestre. Le lendemain, Jean-Louis Billon a contesté cette information, la qualifiant de fausse. Dans une autre déclaration, Jean-Louis Billon estime que seul le courrier émanant du conseil de discipline lui est juridiquement opposable, avant d'annoncer un peu plus tard qu'il reste dans l'attente d'une nouvelle date. Pendant ce temps, Tidjane Thiam resserre ses rangs. Le vendredi 17 janvier 2025, le président du PDCI-RDA a nommé Maurice Kakou Gikawi comme son conseiller politique. Alors, monsieur, quel commentaire vous inspire ce que l'on peut appeler l'affaire Billon au PDCI-RDA, Félix Boni? C'est même gênant de parler de l'affaire Billon parce que pour moi, c'est une affaire qui au-delà d'un linge sale qu'on lâche en famille, est devenu un problème qui frise un problème de personnes parce que c'est devenu une question d'individus, Billon, Thiam. Alors que pour moi, c'est une formation politique qui se trouve à 9 mois des élections présidentielles qui aurait pu, sur la base de ces textes et de ces principes, régler ces problèmes de personnes, transcender les problèmes de personnes pour régler un problème familial et se préparer sereinement pour aller aux élections. Parce que pendant que tout ceci se passe, en face, les autres ne dorment pas. Les adversaires se préparent sereinement pour aller aux élections. Je ne crois pas qu'en 9 mois des élections, un parti politique sérieux soit à régler des problèmes de personnes en interne, se déchirer devant toute l'opinion. Alors si vous n'arrivez pas, dans une Côte d'Ivoire qui a connu des moments de crise, si vous n'arrivez pas entre vous à vous entendre, je me demande bien qu'en sera-t-il demain. Est-ce que c'est avec cette image-là qu'on veut gouverner la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Et ça fait 3 fois que cette convocation a été reportée. Les arguments qui ont été donnés, c'est qu'on voulait éviter une crise. Je me pose la question de quoi s'agit-il, de quelle crise s'agit-il? J'ai écouté un peu la conférence de presse du porte-parole du PDCI-RDA qui pense que ceux qui accompagneraient M. Billon pourraient venir créer des grabuges au siège. Je me demande bien si, à l'inverse, si c'était M. Thiam, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens éventuellement qui seraient venus l'accompagner? Est-ce que venir accompagner quelqu'un qui vient à un procès, ça se passe souvent au palais de la justice, est-ce que ça crée des grabuges? Par contre, j'ai vu des loupards ou des personnes encagoulées qui protégeaient le siège du PDCI-RDA. Ce n'est pas le premier conseil de discipline. Moi, j'en ai assisté à plein et je n'ai jamais eu ce dispositif. Pourquoi un tel dispositif pour un problème aussi simple, un conseil de discipline qui entend quelqu'un et qui après prendra éventuellement une mesure et puis la vie continue. Alors vraiment, je pense que c'est devenu des questions de passion, de radicalisation. L'affaire Billon, sa candidature déclarée est en train de déchaîner beaucoup de passion au PDCI, alors qu'il y a un conseil des sages qui aurait pu prendre en main ce dossier, qu'on n'arrive pas au niveau disciplinaire, que linge sale soit lavé, que ce parti soit aujourd'hui en train de se préparer sereinement pour les élections en 2020. L'ancien Bakayoko, le parti a évoqué les raisons, ça peut se comprendre. Oui, moi, il y a beaucoup de raisons d'espérer en l'avenir proche du PDCI, parce qu'aujourd'hui, le PDCI lui-même s'est rendu compte que Jean-Louis Billon n'est pas aussi minoritaire qu'il a voulu le faire croire. Parce que quand il lit le communiqué du PDCI-RDA, il a dit pour des raisons de sécurité, ils vont suspendre la procédure. Ça veut dire que Jean-Louis Billon a quand même du monde derrière lui. Il y a une masse critique qui aurait pu faire basculer la situation dans la violence. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Que Thiam et ses hommes se soient ravisés pour comprendre que Billon est un candidat sérieux. Maintenant, le deuxième aspect, je pense que sur les mobiles de la convocation de Billon, il y a beaucoup à dire. On a dit atteinte à l'unité du parti, on a dit non-respect des décisions du parti. Je pense qu'ici, il y a une crise de démocratie au sein du PDCI et puis une qui découle elle-même d'une crise de légitimité
des instances qui gouvernent aujourd'hui le PDCI. Et je crois que ce sont ces choses-là qu'il va falloir régler. Et tout à l'heure, je disais qu'il y a des raisons d'espérer parce que vous avez vu dans le commentaire que nous avons écouté tout à l'heure, il est en train de rappeler certains cadres qui étaient, si vous voulez, en hostilité sournoise ou ouverte vis-à-vis, ou bien en situation de défiance vis-à-vis de la direction du parti. Je crois que ça, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Parce qu'au PDCI, ceux qui sont en hostilité avec Thiam sont de deux ordres, à mon avis. Il y a certains qui veulent effectivement le respect des tests, et puis il y a d'autres qui veulent des positions de rente dans le parti. Je crois que la dernière nomination du 17 fait partie de ceux qui veulent des positions de rente, donc qui sont servis. Mais n'empêche qu'il reste encore ceux qui sont dans le principe, qui sont dans la préservation de la légalité. Et je crois que c'est ceux-là qu'il va falloir convaincre. Et ça, c'est un travail qui va se faire de façon collective. Parce que nous, pour la vitalité de la démocratie, il faut qu'il y ait un PDCI fort, pas un PDCI qui est en train de devenir un parti moribond, un parti très faible. Michel Bétain, est-ce que sur le cas Billon, qu'est-ce que vous pensez de ces rendez-vous qui ne se tiennent pas encore? Non, d'abord, avant de revenir sur le cas Billon, je crois que Bakayoko fait tellement d'amalgame qu'il faut au moins le ramener sur les raisons véritables de ce que vit le PDCI. Il parle de personnes qui sont dans une position de rente, je ne sais pas sur quelle base. Vraiment, il faut éviter ces jugements de valeur qui donnent l'impression que tu juges sans fondement. Parce que tu ne peux pas prédire de quelqu'un qui est dans une position de rente. Il ne t'a jamais dit ça. Maintenant, pour revenir au cas Bion, moi je veux être simple. Bion, c'est un militant du parti, un militant du PDCI, à qui le président du PDCI, lorsqu'il est arrivé, a offert le poste qu'il occupait par le passé, celui de secrétaire exécutif, chargé de la communication et autres. Bion l'a refusé. En dehors de ça, le président du PDCI, qui est toujours dans une dynamique de concilier les entités au sein du parti, a maintenu Bion à un poste de commission au sein de l'Assemblée nationale, qui appartient au PDCI, pour éviter éventuellement toute discorde avec ceux qui étaient là. Il maintient ce poste-là et subitement il sort quelques temps après pour fondre la direction du parti, le président et tous ceux qui sont au sein du parti en train de travailler. Moi je crois qu'il a participé au congrès qui a vu l'élection de Thiam, il était là-bas. Il a participé à toutes les étapes. Je ne sais pas d'où vient ses sorties intempestives. Moi, même si c'était pour éventuellement participer à la convention et puis espérer être choisi par le parti, mais c'est la plus mauvaise manière de le faire. Puisque ceux-mêmes qui dirigent le parti, tu les attaques et tu espères que quand tu gagneras, ils vont te mettre la machine à disposition. Je crois que ce n'est pas la bonne attitude. Moi, avoir l'attitude de Bion, moi je me dis, il est d'une autre dimension qui n'est pas celle de travailler à l'unité du PDCI et à faire gagner le PDCI. Contrairement à d'autres... C'est quoi cette dimension? Non, mais ça se voit simplement. Parce que quand tu viens à une convocation du conseil de discipline, n'oubliez pas, notre députée Yasmine Onyen, elle a été convoquée par le conseil de discipline. Elle est députée de Cocody. C'est-à-dire, s'il y a des personnes qui peuvent l'accompagner, elle peut en avoir plus à Cocody que Bion. Mais elle est venue seule, elle a écouté le conseil de discipline et elle a eu la sanction qu'il fallait. Donc, je ne crois pas qu'une convocation du conseil de discipline nécessite toutes ces batailles médiatiques autour desquelles Bion est en train d'évoluer. Moi, je crois que, s'agissant du PDCI, je pense que le parti l'a bien compris que la convention est prévue pour bientôt. Il va participer, mais je ne crois pas que ce soit son objectif. Son objectif n'est même pas de participer à la convention. Moi, quand j'observe l'attitude de Bion, il est dans une autre dimension, celle de vraiment travailler contre le PDCI et ses responsables. Professeur Koné. Bien, merci. En fait, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue les raisons qui fondent la posture de Bion aujourd'hui. Parce que quand Bion dit que, quand il y a cette crise justement, c'est parce que Bion veut briguer la magistrature suprême, qui de mon point de vue est le poste le plus important qu'une personnalité politique veut briguer. Quand on met le cas Bion et le cas Yasmine Onyen sur le même palier, je ne suis pas d'accord. Encore qu'il ne faut pas perdre de vue aussi les arguments que Bion avance. Ce sont des arguments assez réels. Quand il dit que le choix sur lequel le PDCI veut porter sa candidature dans la perspective des élections de 2025, la personnalité qui a été choisie ne peut pas répondre
répondre aux aspirations des Ivoiriens à partir du moment où cette personnalité n'était pas dans le pays. Au moment, depuis près de 15... Oui, je suis d'accord avec vous, c'est le PDCI qui choisit. Mais encore que, bien on veut que le PDCI choisisse le meilleur cheval, parce qu'ils se disent que, pour une fois, ils ne sont pas loin du pouvoir, il faut choisir le meilleur. Et que lui, de par la posture qu'il a aujourd'hui, de par les réalités qu'il connaît du pays, de par sa présence continue au pays, il peut, de son point de vue, peut-être être le meilleur cheval du pays. Moi, je crois que sur ce plan-là, bien même serait plus à l'aise de dévoiler son programme de société que de s'attaquer au président. Mais si donc, il faut aller à la convention et puis choisir. Mais la convention est prévue. La convention est prévue, donc je ne vois pas où est le problème. Il faut aller donc à la convention et puis chercher peut-être une personnalité neutre pour gérer cette convention, parce que bien c'est bien. Non, le PDCI a des personnalités. Tu ne vas pas me dire d'aller chercher une personnalité au RADP pour gérer la convention du PDCI. Non, pas du RADP, à l'intérieur du PDCI. Mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont peut-être même pro-Bion qui peuvent gérer l'affaire. C'est un vrai que tu penses qu'il a la non, ne dis pas de pro-Bion, pro-PDCI. Moi, je crois qu'il faut se limiter à la direction du PDCI qui organise en son sein tout ce qui concerne le PDCI. D'accord. Mais Félix Boni, Félix Boni, est-ce que finalement on ne perd pas du temps? Parce qu'octobre 2025, c'est bientôt. Et là, c'est ce que je disais au départ. On ne peut pas être en train de s'entre-déchirer à 9 mois des élections présidentielles comme si le fauteuil présidentiel est taillé pour le PDCI-RDA. Il y a le RHDP, il y a le PPACI, il y a éventuellement Simone Gbagbo, Blé Goudé qui se prépare. Pendant que vous battez, que le PDCI s'entre-déchire en interne, les autres se préparent. Je rejoins le professeur tantôt. Le cas Bion est totalement à distinguer du cas Yasmina. C'est un candidat aux élections présidentielles. On parle d'une convocation au Conseil de discipline. Une convocation au Conseil de discipline. Sauf que c'est pas le même enjeu. Mais quel enjeu? L'enjeu, c'est la convention. Pour l'instant. Ce qu'on va faire, on laisse Boni terminer. Beta, vous aurez la parole tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, le Conseil de discipline ne convoque pas quelqu'un, il convoque quelqu'un qui est dans une posture de devenir président de la République et que les décisions du Conseil de discipline ne restent pas en interne au PDCI. C'est tous les Ivoiriens qui sont informés parce que quand ça va finir, ce sera médiatisé et que la personne a le droit de se défendre vis-à-vis de tous les Ivoiriens parce que l'électorat pour la présidence en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les électeurs du PDCI, ce n'est pas les militants, c'est tous les Ivoiriens. Alors c'est une question d'image, je défends mon image. Et quelqu'un qui est candidat aux élections présidentielles est partisan. Qui viennent, mais il suffit de prendre des dispositions en interne éventuellement pour l'accueillir. Je ne crois pas que les partisans ou ceux qui soutiennent les supporters de M. Bion veuillent faire du grabuge au PDCI et que cela sera à l'image, à la bonne image de leur mentor. Ils n'ont pas besoin de venir là-bas. Ce n'est pas possible. Mais ce sont des militants PDCI également aussi qui veulent venir. Et puis je n'ai pas entendu nulle part, je n'ai lu nulle part, j'ai fouillé, je n'ai pas vu le ministre Bion lancer un appel à ses partisans de venir au siège du PDCI parce qu'il s'en va à un rendez-vous du Conseil de discipline. Alors s'il y a des militants qui se disent « nous on le soutient, on va aller l'accompagner, le soutenir, le porter notre soutien », mais c'est de bonne guerre, c'est leur droit aussi. Maintenant, à 9 mois des élections, si le PDCI pense que le fauteuil présidentiel est fait pour le PDCI et qu'après sa querelle, les Ivoiriens vont leur donner le siège, alors on verra. Mais je crois qu'il faut se préparer sereinement pour aller aux élections présidentielles en 2025 avec une convention. Alors, je vais juste terminer, chuter sur ce point. J'ai écouté le porte-parole du PDCI hier, avant-hier à sa conférence de presse. Je l'ai écouté hier sur un autre média. Cette convention, lui, il se dit, on a jusqu'au mois d'août, on peut faire la convention. Alors, vous pensez que quand le monsieur il va rester sans faire de pré-campagne jusqu'à la convention, et puis si c'est lui qui est désigné à la convention, comment les Ivoiriens sauront ce qu'il a, qui il est, et comment mais il est obligé d'aller en campagne aujourd'hui. Il fait la campagne aussi bien pour la présidentielle qu'aussi pour la convention, pour que les secrétaires de section puissent le choisir comme le meilleur. C'est pourquoi ces propos, en se comparant à M. Thiam, ce sont des propos de campagne. Lanciné, d'abord. Moi, je crois que Michel Beta, à la suite de Bredoumi, veut gloser sur la légitimité du président Tidiane Thiam à aller aux élections présidentielles en l'état. Mais je pense qu'ils ne peuvent convaincre personne. Pas plus que les militants même lucides du PDCI-RDA. C'est les militants qui ont choisi Thiam. Je ne comprends pas pourquoi le PDCI veut inhiber une valeur sûre que représente Jean-Louis Billon au sein du PDCI. Parce que les arguments que Jean-Louis Billon mobilise, ce sont des arguments assez raisonnables. Il y a une crise de confiance qui est aujourd'hui installée entre lui et la direction actuelle du PDCI. Tout au plus, si on met en place une commission électorale indépendante au sein du PDCI, oui, je peux comprendre que Billon puisse partir dans cette direction.
Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, Bion est en droit de douter de la confiance. Par ailleurs, Michel Betta est en train de dire qu'une convention va être organisée dans les mois à venir, peut-être jusqu'en août. Mais écoutez, ça n'échappe à personne, en tout cas tous ceux qui regardent avec un œil bien avisé, avec des lunettes sans œillet, la vie politique au PDCI, tout le monde sait que cette convention, Thiam veut s'en servir comme rampe de départ à sa campagne, parce qu'il est évident qu'il veut utiliser les moyens du parti pour pouvoir mobiliser les gens et une sorte de pré-campagne dont Bion ne peut pas se prévaloir dans sa position actuelle. Donc, pour moi, si on veut organiser une convention, cette convention ne peut pas être organisée jusqu'en août. On peut l'organiser ici et maintenant pour que tous les candidats, en tout cas tous ceux qui prétendent à la direction du... enfin, d'être adoubés par la direction du parti pour le 25 octobre 2025, pour que tout cela soit sur la même longueur d'onde. Or, tout porte à croire aujourd'hui que le PDCI veut tout faire pour dresser un tapis rouge, en tout cas des lauriers au président Tidiane Thiam, et lui éviter toute compétition électorale transparente et claire. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger. Et je le répète, il faut que le PDCI le corrige très rapidement, parce qu'on a besoin d'élections, vous avez dit inclusives, moi j'ai dit démocratiques, mais ça ne peut pas se faire tant qu'au départ, en interne, s'il y a une crise de démocratie, comme je l'ai dit au départ, il faut régler ce problème pour que demain, en octobre, au plan macro, que les gens n'aient pas de velléité de venir contester ce qui les a passé. Le PDCI, ici, éventuellement, il y avait des contestations. Vous avez terminé même si légitimes soient ces contestations, ce n'est pas de la tautologie, il n'y aura aucune légitimité à venir contester une élection présidentielle, alors qu'en interne, même au PDCI, il y a eu des tentatives de fraude, de la tricherie. Je crois que si Bakayoko parle de démocratie, c'est au PDCI, il faut regarder, parce que le PDCI, la convention est prévue. C'est pas le PDCI actuel, hein. Ailleurs, il n'y a pas de convention. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Le PDCI est le seul parti qui a organisé son congrès pour élire son président. Ce n'est pas le cas depuis un certain temps. Mais les conditions, c'est les conditions des militants, ce n'est pas tes conditions. C'est les conditions des militants. C'est une élection interne du parti. Donc les militants sont venus voter après les 80%. Donc tu n'as pas leur dit dans quelles conditions. S'ils n'avaient pas remis les conditions, ils ne viendraient pas. Bref, maintenant pour s'il te plaît. Maintenant pour en revenir à la question de Bion, moi je crois que c'est vous-même qui en faites un problème. Sinon, au PDCI, je ne pense pas que le cas Bion soit un problème. Puisque, comme vous l'observez, c'est le président du PDCI même qui a dit qu'il y aura une convention. Personne ne lui a obligé. Il y aura une convention et tout le monde peut venir compétir. Il va faire en sorte que tout le monde puisse compétir. Il a dit dans son discours. Donc moi je crois que Bion même doit être à l'aise. Il doit être très... Il a dit une convention inclusive. Moi je crois que Bion même, ce qui fait son problème, c'est vos propos certainement. Parce que, en fait, on lui donne l'occasion de parler de son programme. Il se contente de charger le président et la direction du parti. C'est pas son rôle. Là, le PDCI est un seul combat contre le parti au pouvoir, pour revenir au pouvoir. Donc, si tu as des arguments à porter, c'est contre le parti au pouvoir. De sorte que quand on te choisit demain, tu as assez d'arguments pour vaincre ceux qui sont en face et non pas détruire ce qui détruit même ton parti. Je crois que le verre même est dans le fruit quand on regarde l'attitude de Bion. Parce que Bion a décidé non pas de charger le parti au pouvoir, le parti qui a le pouvoir pour lui arracher le pouvoir, mais il compte détruire ce parti afin d'arriver affaibli même si éventuellement il est choisi. Michel Betta, il y a aussi cette dernière nomination que certains estiment comme un moyen de resserrement des liens du côté de Thiam, la nomination de Gikawe. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous savez, moi souvent quand on dit ça, je dis mais attends, les nominations d'autres refusaient. Si Gikawe a accepté la nomination, c'est parce qu'il se sent même de travailler pour le parti. Donc je ne crois pas que ce soit une situation pour resserrer un lien quelconque. C'est parce qu'à un moment donné, on va à une compétition présidentielle, le PDCI resserre ses liens pour aller gagner. Donc quand on va gagner, on prend tous ceux qui ont la compétence nécessaire, qui veulent travailler. C'est ça aussi. Parce que c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Quand Thiam est venu, il a nommé Bion. C'est là que tu veux travailler. Viens, on va travailler pour arriver à la victoire. Gikawe veut travailler, Thiam l'a mis à côté de lui. Allons travailler pour arriver à la victoire. Donc le PDCI est dans une dynamique très claire. Comment faire pour que notre parti, le PDCI bien entendu, qui depuis plus de 20 ans est dans l'opposition, puisse
gagner cette présidentielle-là pour donner le sourire aux Ivoiriens qui ont tant souffert de la présidentielle du RADP. C'est ça la question. Et le PDCI se donne les moyens. Évidemment, il y a beaucoup de réactions. Je commence par Lanciné. Tout à l'heure, d'abord. J'ai dit quelque chose qui a irrité mon cher ami Beta. J'ai dit qu'il y avait dans le PDCI deux catégories de personnes. Ceux qui veulent le respect scrupuleux des tests et ceux qui sont en position de rente. Je crois que le professeur Maurice Kakou-Dukawe est, si tu veux, dans la deuxième catégorie. Non, moi, il faut qu'il arrête. S'il te plaît. Non, parce que c'est injurieux. Tu ne peux pas dire de quelqu'un qui est en position de rente. C'est injurieux. Moi, je ne sais pas sur quelle base il t'a parlé de ça. Mais il ne faut pas inventer des choses et puis les attribuer à des personnalités aussi importantes. Moi, je pense que tu es dans une posture qui n'est pas bonne. Ce n'est pas la bonne posture. Tu peux changer tes propos, utiliser d'autres propos pour ne pas injurier les grandes personnalités comme Gikawe. D'accord. L'enseignant, vous en tenez compte et en avance. Je ne pense pas avoir injurié. En position de rente, si on te le dit, tu seras content? Bon, je ne pense pas que vous en tenez compte, on avance. On avance. Je le dis parce que même avant la tenue du congrès de décembre 2023, le professeur Maurice Kakou-Dukawe avait fait une doléance qui était absolument surprenante pour un homme politique. Il avait dit, moi je veux juste être le président du parti, mais je ne veux pas être le candidat du parti. Mais Bion aussi l'a dit. Je ne veux pas être le candidat du parti, mais je veux simplement être le président du parti. Ça veut dire quoi? Il a dit qu'il veut qu'il y ait un président. Si tu permets. Mais je te réfléchir la mémoire. Il y a qu'un président, puis il y a des candidats. Après, il a dit... Donc, Bion n'a pas dit autre chose que ce que Bion a dit. La démocratie peut s'exprimer maintenant. L'enseignant, vous allez terminer très rapidement. Parce la démocratie peut s'exprimer maintenant. Vas-y. Ok, donc je veux dire, j'appelle une position de rente parce que quand quelqu'un dit, moi je veux être président, mais la candidature, je la laisse. Parce que être président d'un parti, ça a tout son sens. Ça veut dire que c'est lui qui va devenir l'interlocuteur des autorités, du parti au pouvoir, celui qui va gérer les fonds qui sont décaissés en faveur du parti. Donc je veux dire, Maurice Kakou-Dukawe n'est pas là pour défendre les tests. La preuve, il a dit même à la veille, il a dit, moi, je vois que les tests ont été violés, mais moi, je ne veux pas être celui qui va détruire le PDCI RDA. Donc lui, il s'est soumis à la violation des tests. Mais Bion lui dit, moi, je ne suis pas en position de rente. Je me suffis largement, je suis chef d'entreprise, je n'ai pas besoin de position de rente. Donc, lui, il a décidé de mener le combat. Et je ne vois pas... Contre le PDCI. Non, pas contre le... Il n'est pas seul, d'autant que la fois dernière, les gens du PDCI ont été obligés de barricader le siège parce qu'ils ont su que derrière Bion, il y avait du monde qui venait et qui aurait pu prendre d'assaut du PDCI. Félix Boni et Diagalia, on a malheureusement 2 minutes seulement pour vous deux. Je ne pense pas comme Bakayoko, parce que pour moi... la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Et c'est à cela que je voulais dire, répondre un peu à ce que Beta disait. Est-ce que Dukawe avait le choix de ne pas accepter? Que lui sera-t-il arrivé? Est-ce qu'il Maurice Kakou-Dukawe qui a refusé d'arriver au RADP quand même Ouattara lui a proposé des postes. Est-ce qu'il avait le choix? Non, je ne comprends pas. Ouattara n'a pas confirmé. On a vu tout ce qu'il a recruté. Ouattara n'a pas confirmé ça. On a vu tout ce qu'il a recruté au PDCI. S'il vous plaît. Vous êtes en train de griller notre temps de parole. 2 minutes. Que lui serait-il arrivé? Est-ce qu'il n'aurait pas été ostracisé comme Jean-Louis Bion l'est en ce moment précis? Alors mieux, à quel poste Maurice Kakou-Dukawe a été appelé? Vice-président. S'il te plaît, conseiller politique. Mais vice-président d'abord. Mais il faut dire les choses. Savons-nous avec quel bagage M. Dukawe se rapproche encore davantage de M. Thiam? Savons-nous si M. Dukawe, qui est l'une des pépinières du PDCI, qui aujourd'hui a atteint pratiquement un certain niveau, savons-nous s'il rejoint M. Thiam à ce niveau pour éventuellement ramener l'apaisement dans la maison, peut-être éventuellement aider, parce que je sais que dans sa posture, et quelqu'un l'a dit, M. Dukawe fait partie de ceux qui, dans l'ombre, ruminaient quand même une certaine rancœur, une certaine rancune, un certain ressenti. Est-ce que M. Dukawe va être celui-là par qui, j'allais dire, la réconciliation, le rapprochement de toutes les autres tendances va se faire? Attendons de le voir dans les actes, mais ne pensons pas que ce soit forcément une nomination pour, j'allais dire, écarter, j'allais dire, isoler un autre candidat. Moi, je pense que ça peut être une nomination qui va pour ce qu'on a un signe d'apaisement peut-être? Oui, quand même. Hein. Je crois qu'il faut peut-être restituer le propos de Simon dans son contexte. Tout à l'heure, il a dit que
le PDCI veut venir au pouvoir pour venir faire, le bonheur des Ivoiriens. Je pense que les Ivoiriens sont suffisamment heureux. Avec la gouvernance du RHDP, avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce qu'on voit, je pense aussi que ce qui se passe actuellement au niveau du PDCI est symptomatique du manque de démocratie. Parce qu'on a parlé d'existence d'un conseil de sages. Oui. On n'a pas besoin de s'étaler sur la place publique pour venir étaler. Hier, avant-hier, dans son entretien, sa conférence de presse, Soumaïla Brindoumou parlait de cas de Bion, on veut faire du cas de Bion. C'est pas un cas. C'est un cas, justement, parce que c'est symptomatique du manque de démocratie actuellement qu'il y a au sein de ce parti. On ne peut pas... Déficit de démocratie. On a fait le tout, peut-être Beta qui va ajouter quelque chose. Non, moi je veux juste ajouter que vraiment le PDCI, aujourd'hui on peut s'en féliciter, c'est le seul parti au sein duquel, pour la désignation de son président, même de son candidat, il y aura une convention, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc on peut parler de démocratie. Convention biaisée. Très rapidement sur le deuxième sujet, merci messieurs. En sous-préfet des forces de défense et de sécurité relevées de leurs fonctions dans l'ouest du pays, ils se sont rendus coupables, en tout cas selon le communiqué, de fuite des produits à l'extérieur. David Soyo. La lutte contre la fuite des produits agricoles de rente s'intensifie. L'opération Verrou 322 a permis de démanteler un vaste réseau impliquant des autorités administratives et militaires dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elles sont accusées d'être impliquées dans l'exportation illégale de produits agricoles vers un pays voisin. Il s'agit du préfet du département de Sipilou, le commissaire de police de la dite ville, le chef du détachement des Fassi, le commandant de la brigade de gendarmerie et le chef du bureau des douanes. Des sanctions administratives ont été immédiatement prises à l'encontre des mises en cause. Elles ont été relevées de leurs fonctions. Le 16 janvier dernier, le procureur de la République s'est saisi de l'affaire. Une information judiciaire a été ouverte pour des faits de corruption, exportation illicite de produits agricoles soumis à agrément et blanchiment de capitaux. Les investigations se poursuivent. Pour l'heure, 10 personnes ont été épinglées, dont des agents publics. Spécialiste en économie va réagir en premier. Lanciné Bakayoko, c'est un signal fort parce que c'est un problème depuis un certain temps. Oui, c'est un signal fort, mais j'avoue toute ma gêne devant cette situation qui implique des autorités publiques, des dépositaires de l'autorité publique qui, en principe, sont en charge de la défense des populations. Et là, j'avoue que c'est une situation de gêne extrêmement tenace qui me ronge en voyant ça. Parce qu'en réalité, on aurait pu imaginer que ce soit des opérateurs privés qui veulent s'enrichir, qui puissent s'adonner à ces genres d'actes. D'autant que le gouvernement avait déjà corsé, via une ordonnance qui avait été prise en 2018, qui en tout cas encadrait, en tout cas qui réprimait l'atteinte à la commercialisation des produits agricoles. Ça pouvait aller, je crois, de 50 millions à 10 ans. 2 à 10 ans de prison avec 50 millions d'amendes. Et aujourd'hui, ce sont les autorités publiques elles-mêmes qui se rendent coupables, enfin, présumées de ces actions. C'est quelque chose qui est absolument... Non, le communiqué a été clair, il n'y a pas de doute. Oui, est-ce qu'ils ont été relevés de leur fonction? Ils ont été relevés, mais je pense que ça, c'est une mesure administrative. On va attendre un procès parce qu'ils ont dit sans préjudice de poursuite judiciaire pénale. Et donc, on va attendre ce que les juges vont dire pour pouvoir déceler. Mais je crois que c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais tout de suite vous dire que sur la période d'octobre 2024 à décembre 2024, c'est près de 365 milliards de francs CFA qui ont été perdus sur la fraude dans cette zone du pays. Vous savez, sur l'autre côté de la frontière, c'est des gens qui font essentiellement du riz et du maïs. C'est-à-dire à Guéasso, à Tunkarata, à Gama, à Nzo, tout ça, ce sont des sous-préfectures guinéennes qui, elles, ne font que du maïs et du riz. Mais dans ces dernières années, on a vu qu'il y a des magasins qui sont complètement inondés parfois de produits ivoiriens, même si j'admets que le cacao est payé quasiment à près de 5 000 francs aujourd'hui en Guinée, le kilogramme. Ça peut être incitatif, mais il faut qu'on finisse par nous inculquer une certaine des valeurs républicaines, des valeurs de citoyenneté qui doivent être portées par ceux qui ont été interpellés dans le cadre de cette affaire.
Bon, ce n'est pas seulement propre à la Côte d'Ivoire, parce que c'est le sens inverse, par exemple au niveau du Libéria, où le cacao se vend aujourd'hui entre 1600 et 1700 francs le kilogramme. Donc les producteurs libériens sont en train de faire venir leurs produits, venir les vendre à Grabo, à Dobo, à Djurutu et quelquefois même vers Tabou, où ils viennent vendre leurs produits. Donc c'est un phénomène qui demande qu'il y ait beaucoup plus incitatifs, mais ce qui est gênant, c'est que ça vient des autorités publiques. Et ce n'est pas le seul point. Le seul secteur où il y a de la fraude. Il y a l'orpaillage clandestin, par exemple. Je vais extrapoler un peu. Vous savez que cet orpaillage clandestin est généralement validé et généralement facilité par les mêmes personnes qui ont été interpellées dans cette affaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, cet orpaillage pose un problème écologique, un problème social, un problème économique à la Côte d'Ivoire. Et si vous allez dans les zones frontalières, c'est exactement... C'est un désastre, c'est un scandale qui se passe dans ces zones-là. Et ça, je pense que pour des besoins d'exemplarité, en attendant d'inculquer des valeurs de citoyenneté à l'ensemble des autorités administratives et même à l'ensemble de la population, il va falloir que l'État fasse preuve de fermeté, ils aient le fer entre les dents, et la main dure vis-à-vis de ces personnes pour que plus jamais ce genre d'actes ne se reproduisent. Félix Boni. Je voulais remercier Bakayoko d'avoir fait un clin d'œil à la question de l'orpaillage clandestin, parce que j'allais l'évoquer justement, c'est-à-dire que le même schéma qui a prévalu pour le cas de la fuite du cacao, ce même schéma se remarque également aussi dans la propagation de l'orpaillage clandestin dans presque toutes nos régions. C'est pratiquement vu au sud de tout le monde et probablement avec l'implication de différents acteurs publics que cet orpaillage continue de se propager dans toutes nos régions et détruire pratiquement les terres. Cela dit, ce qui est arrivé à l'ouest est un cas, mais il ne faudrait pas se limiter à l'ouest. Je crois que quelques heures juste après, on a attrapé également encore un camion qui transportait du café et qui se rendait également vers le nord, vers les frontières du nord. Je me souviens, il y a quelques mois, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui dans l'un de ses discours parlait de la production de cacao au Burkina Faso. Je me demande bien si vraiment il y a des terres suffisamment fertiles pour produire le cacao au Burkina Faso. Mais de mémoire des journalistes, c'est cette année, c'est l'année qui vient de s'écouler, 2024, que j'ai entendu que le Burkina Faso produit du cacao. À savoir si ce n'est pas toutes ces fuites-là qui font que le Burkina peut se compter parmi les États qui produisent du cacao. À l'est de la Côte d'Ivoire, on a toujours les mêmes soucis de fuite de nos produits locaux. Tout ceci pour dire quoi? Parce qu'il y a également l'anacade. Il semble-t-il, de l'autre côté de la frontière, l'anacade est vendue à un prix relativement supérieur à la Côte d'Ivoire, qui a des fuites de l'anacade vers l'est, c'est-à-dire au Ghana. Tout ceci pour dire qu'il faut que nos autorités travaillent à la meilleure rétribution de nos produits locaux pour les producteurs. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a ces fuites? C'est l'attractivité des prix de l'autre côté. Quand on parle de 5 000 francs de l'autre côté, que chez nous, nous sommes à 1 800 francs, pendant qu'au moment où nous parlons sur ce plateau, le prix du cacao est à 7 000 francs sur le marché international, il y a un problème. Il y a un problème. C'est vrai que Bakayoko est bien placé pour le dire. On a un système qui mérite d'être également connu par les producteurs. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation, on va aller à une chute de la production et le prix va continuer à se renchérir à l'international parce qu'il y a le vieillissement du verger, il y a même les problèmes de terre, il y a également les questions d'orpaillage clandestin qui aujourd'hui préoccupent pratiquement les populations. Il y a également aussi la maladie de, je crois, Soulen-Soud. Donc, il est clair qu'on va aller à une production qui va aller en baisse. Or c'est une question de la loi de l'offre et de la demande. Les prix vont aller se renchérissant au niveau international. Il faut prendre des mesures, des dispositions pour ne pas faire la vente anticipée, pour que cela puisse profiter aux producteurs qui ne soient pas tentés d'aller à l'étranger pour vendre leurs produits. Oui, mais quand cela ne tienne, moi, je voudrais également féliciter le gouvernement pour cette mesure qui a été prise, parce que nos autorités administratives et militaires ne devaient pas être comptables de cette corruption qui se fait dans la transaction de nos matières premières dans d'autres pays. Il faut reconnaître qu'à partir du moment où ces autorités-là sont, j'allais dire, le garant de l'administration dans ces zones-là, notamment à Sipilo. Donc je voudrais féliciter aussi la fermeté du chef de l'état-major et par ricochet du gouvernement, parce que le président de la République a été clair lors de son discours du 31 octobre sur la corruption contre laquelle il entend lutter dans la perspective de 2025 et des années à venir.
Michel Betta. Le docteur l'a dit, hein, il entend lutter dans la perspective de 2025. C'est un discours électoraliste. Davantage. Voilà, électoraliste. Moi, je crois que cette sanction qui a été faite maintenant, à quelques mois des élections, s'inscrit plutôt dans des discours électoralistes que réels. Parce que la question dont on parle, des questions... Vous voulez dire que ce n'est pas vrai que les... Non, parce que, non, je vous le dis pourquoi. Non, j'en viens. Vous savez, la question des personnes administratives dans les zones telles que Sipilou, on voit comment ça se négocie. Ça se négocie à coût de centaines de mille pour qu'on t'affecte là-bas. C'est des choses, on n'en parle pas trop. Mais c'est sérieux. Pas d'où vous tirez. Non, mais j'ai rencontré les autorités, mais à cet effet, parce que des informations nous ont été données à un moment, dans le cadre de mon journal, et je suis parti les rencontrer. Les gens disent pour être affecté à Sipilou, pour être affecté dans des zones où le trafic est intense, il faut miser de l'argent. Et nos forces de l'ordre le font pour être affectés là-bas. Aujourd'hui, qu'il y a une sanction. Aujourd'hui, qu'il y a une sanction à l'approche des élections, il faut le faire remarquer, à l'approche des élections. Sinon, ça existe depuis longtemps. J'ai parcouru même tout un certain communiqué du DG des douanes qui disait non, il faut arrêter ça, que depuis 2013, de Issa Coulibaly, je l'ai vu, je ne l'ai pas envoyé certainement, mais je vais dire que cette question des autorités administratives qui sont mêlées au trafic de nos matières premières est récurrente dans ces zones-là. Et ces zones-là sont des zones prisées par tous les administrateurs dans notre fonction publique. Il ne faut pas le cacher, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant que le gouvernement décide de sévir à quelques mois des élections, moi je dis que peut-être qu'aujourd'hui il se sent un peu trop acculé par la gestion autour de la corruption et qu'il veut montrer qu'il y a une volonté politique. Mais je pense que les populations seront mieux appréciées. Les populations seront mieux jugées de l'opportunité de la décision. Mais pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, le trafic de nos matières premières prend de l'ampleur et cela est le fait de la complicité de certains responsables administratifs. Et ce n'est pas seulement à Sipilou, dans plusieurs de nos zones, ça se voit. Ça se voit. Donc finalement, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, ça dure. Vous semblez dire que ce n'était pas vrai. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. J'ai dit seulement que pour y aller, ces autorités qui sont là-bas, pour y aller, elles sont obligées de débourser de l'argent même pour être dans ces zones où on estime que quand tu es là-bas, tu gagnes de l'argent par ces zones. On vous entend mieux maintenant. Voilà, c'est ça. Lancez d'abord qui voulait réagir juste avant vous, Félix. Alors, moi, je pense que à partir de ce que Betta vient de dire, je crois qu'il doit être entendu. Oui, mais je suis entendu. Non, pour ça, je ne suis même pas gêné. Qui doit être entendu par le procureur de la République. Oui, parce que tu viens de dire que ces fonctionnaires-là vont corrompre leur hiérarchie pour pouvoir être... Mais justement, il y a eu plusieurs dossiers dans ce cas-là. Je pense que tu dois être entendu par le procureur. Non, c'est un journaliste, il a ses sources. Mais je vais les donner, s'il vous plaît, l'enseigner, il a ses sources. Et la loi ne lui impose pas de révéler ses sources. Oui, la loi ne lui révèle pas, mais quand c'est une attaque contre, je veux dire même l'État de cette manière, je pense que pour de plus amples informations, il devrait pouvoir les mettre à la disposition du procureur. J'ai rencontré des autorités même pour cela déjà. Mais il faut le mettre à la disposition du procureur pour qu'il puisse continuer ses investigations pour voir la racine du mal. Maintenant, tu dis que c'est pour des raisons électoralistes. Pour moi, je pense que dans notre corpus juridique, c'est écrit noir sur blanc, atteinte à la législation sur la commercialisation des produits agricoles. Ça, c'est écrit dans le corpus juridique. Ça veut dire que l'État lui-même a déjà pris conscience de cette affaire et que c'est donné dans l'arsenal juridique les moyens déjà de combattre cela. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui, chaque fois quand vous allez à la douane, vous voyez tous les jours qu'on arrête des gens avec des produits en train d'être cherchés à sortir du pays. Ça veut dire que la lutte, elle est multiforme, elle est permanente. Sauf que cette fois, il y a eu une médiatisation peut-être plus forte ou bien qu'on a constaté l'implication des autorités. Parce que par le passé, cette violation de la loi sur le commerce des produits agricoles était faite par des opérateurs privés, par des opérateurs économiques. Donc aujourd'hui, la mesure est forte et la seule exception, je termine par là, le seul changement, c'est qu'on a impliqué, en tout cas on a interpellé des autorités publiques. Maintenant tu dis que, je termine par là, que c'est des visées électoralistes. Bon, moi je suis un peu surpris qu'on fasse une corrélation entre les élections qui auront lieu dans 10 mois et une action qu'on devait saluer en principe, une action qu'on devait saluer. Il n'y a pas de corrélation. Depuis longtemps. Parce que ça ne changera rien à la volonté des Ivoiriens de maintenir
Alassane Ouattara au pouvoir ou changera beaucoup. Non, ou non, de le maintenir ou non, ça ne changera rien. Les Ivoiriens ont déjà une idée claire. S'ils veulent l'enlever, ils l'enlèveront. S'ils veulent le maintenir, ils le garderont. Mais je pense que ce n'est pas cet acte qu'on devrait normalement saluer, applaudir des deux mains, qu'on va venir vilipender cet acte-là pour pouvoir en atténuer la portée. Je crois que ça, ce n'est pas républicain. Félix Boni. C'est plus républicain que moi, quoi. Je voudrais appeler Bakayoko à la confraternité aussi parce que ça n'appartient pas de demander au procureur de l'entendre. Non, mais il est dans son rôle. Hein, il sait lui mieux que quiconque s'il doit entendre Beta ou pas. Ce qui étant dit, moi je pense, Beta, c'est vrai, nous sommes en année électorale et que ce que tu dis peut être un coup d'éclat politique, électoraliste, c'est pas impossible. Toujours est-il qu'il y a la DAI qui dit que tous les jours pour le propriétaire, le voleur, un jour pour le propriétaire. Un fait est certain, des gens ont été interpellés, d'autres ont été relevés de leurs fonctions, ils ont été relevés de leurs fonctions. Ça, c'est quelque chose à saluer. Si même tous les jours, il y a des fuites de cacao, de produits locaux qui, à travers nos frontières, que pour une fois, il y a eu cette action, je crois que c'est une action à saluer. Et c'est pourquoi j'ai remercié Bakayoko de l'avoir étendu à la question de l'orpaillage clandestin. Dans ce domaine aussi, il se trouve qu'il y a des personnes qui jouent les complices de ces orpailleurs clandestins. On souhaiterait que dans ce domaine aussi, on y mette de l'ordre. Que ce soit en année électorale ou pas, il faut mettre de l'ordre dans le pays. Et moi, je salue l'action qui a été menée. Et il faudra que ce soit généralisé dans tous les domaines possibles. Si en année électorale, on doit donner des bons exemples qui peuvent servir à ceux qui vont être élus, fussent-ils les candidats du pouvoir ou les candidats de l'opposition, et que cela puisse devenir un bon réflexe pour le pays, tant mieux. Mais il n'y a pas une période précise pour poser les bons actes. Et moi, je pense qu'il faut saluer ce qui a été fait. Je voudrais rappeler également que dans le communiqué du porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, il a dit que justement, ce n'est pas qu'il n'y a pas de sanctions, mais sauf qu'il a dit qu'on ne communiquait pas suffisamment là-dessus. Donc, pour une fois, le gouvernement a décidé de communiquer suffisamment sur la fuite des capitaux vers d'autres pays. La fuite des produits. Vers d'autres pays. Et c'est ce qu'il a dit. Nous sommes en année électorale, c'est là qu'il décide de communiquer suffisamment. Donc, on peut au moins le signaler quand même. Moi, c'est ce que je veux vous faire comprendre. On peut quand même le signaler. Et vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit. Mais Beta, il a le droit d'être en campagne aussi. Hein. Tout de même, quand même. On en dira plus peut-être plus tard, puisque les poursuites judiciaires sont en cours aussi. Malgré ces mesures provisoires, peut-être. On attendra la suite et on en reparlera certainement ici dans le Club de la Presse. Le temps de passer au troisième sujet qui nous emmène au Bénin. Règne donc une ambiance pré-élection présidentielle en 2026. La majorité présidentielle tenue par Patrice Talon garde encore le silence. Aucune initiative. Qui donc, après Talon, Davis Oyo? Imbroglio autour du successeur pressenti du président béninois. L'influent homme d'affaires et ancien proche de Patrice Talon, Olivier Boko, ainsi que l'ex-ministre des Sports, Oswald Omeki et 4 autres personnalités sont accusés de complot contre la sûreté de l'État et de corruption d'agents publics. Arrêtés dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, ils auraient tenté de soudoyer le commandant de la garde républicaine afin qu'il n'oppose aucune résistance dans une tentative éventuelle de prise de pouvoir. Le mardi 4 janvier 2025, Olivier Boko et Oswald Omeki ont comparu devant la Cour de répression aux infractions économiques et du terrorisme pour la confirmation des charges. Le 21 janvier prochain s'ouvrira à Cotonou leur procès. En attendant le procès, les Béninois sont partagés. Certains condamnent la tentative de putsch, pendant que d'autres parlent de coup monté et affirment qu'Olivier Boko paie le fait d'avoir affiché trop tôt ses ambitions présidentielles. Alors, l'ancien Bakayoko, ça ne va plus entre cet ami et frère de Patrice Talon, Olivier Boko, qui avait des ambitions pour la présidentielle de 2026. Mais c'est surtout cette opinion au Bénin qui estime que Patrice Talon ne veut pas qu'on parle de l'après-Talon. Bon, tout porte à le croire. C'est vrai, Olivier Boko était un ami très, très, très proche. En tout cas, il était dans le premier cercle du président Talon. Et ceux qui pensent que Patrice Talon ne veut pas entendre d'un successeur à lui-même, bon, moi je peux comprendre, parce que quand tu regardes la vie politique au Bénin, il est vrai aussi que tous ceux qui ont eu des velléités de cette nature sont soit en exil, soit en prison. Je peux vous en citer une pléthore. Bon, pour parler même au niveau des hommes politiques, même les FCBE de Yahi Boni, aujourd'hui, tous ceux qui étaient les candidats putatifs pour la présidentielle sont en exil. Je pense à Komi Kounché qui est en exil. Il y a Valentin Jonathan aussi qui est aujourd'hui en exil.
Bon, quand tu vas sur l'opposition classique... Et la dame aussi, Rakia Madougou. Rakia Madougou est en prison. Joël Aïvo, qui lui aussi avait des velléités, est aussi en prison. Quand tu prends au plan interne, aujourd'hui même dans le gouvernement de Patrice Talon, il y a Seydou Adambi qui s'était déclaré à peu près il y a un mois, qui est aujourd'hui limogé du gouvernement. Il était le ministre des Mines et de l'Énergie. Et il y a Liadi Soglo, qui lui aussi voulait être candidat, mais qui est sur une condamnation de 10 ans. Il est en exil à Paris. Et il était de passage il y a quelques mois ici à Abidjan. Donc je pense que... Oswald Omeki aussi, qui soutenait ouvertement Olivier. Oui, mais Oswald Omeki était un ami proche d'Olivier Boko. Olivier Boko qui lui-même, en tout cas dans l'opinion publique béninoise, il était bien parti pour succéder à Patrice Talon. Mais je crois que je ne dirais pas que les élections qui vont avoir lieu en 2026, Patrice Talon, qui est fort clos, notamment par la Constitution, va vouloir remplir. Mais rien n'est tard, il reste encore plus d'1 an. Et lui, en tout cas, tous ceux qui ont essayé, Sébastien Javon, j'allais parler de Sébastien Javon, qui lui aussi se retrouve en exil. Tous ses biens ont été vendus parce que celui-ci aussi avait réclamé une part de pouvoir. Bon, et même quand on regarde aujourd'hui dans la classe, au sein même des proches de Patrice Talon, qui lui-même n'a pas un parti structuré. C'est le bloc républicain. Non, pas le bloc républicain. Vous savez, le système politique béninois était que il y a eu même une réforme des partis politiques. Yahi Boni n'avait pas de parti quand il est venu au pouvoir. Également, Patrice Talon n'avait pas de parti quand il est venu au pouvoir. Donc, il y a eu une réforme constitutionnelle qui a limité la vie politique, disons les partis. Aujourd'hui, il y a d'autres partis, mais il y a 2 partis qui portent Patrice Talon. Il y a le bloc républicain dirigé par Abdoulaye Bio-Tchane et il y a l'Union progressiste qui est dirigée par Joseph Diobenou, qui lui-même était président du Conseil constitutionnel, qui a démissionné pour venir prendre la tête du parti. Aujourd'hui, il est remplacé par Dorothée Sosa au Conseil constitutionnel. Donc, je pense que les gens pensent aujourd'hui que Diobenou peut avoir des velléités, mais lui-même, il ne s'est pas encore clairement prononcé. Mais pour ma part, je pense que la thèse selon laquelle Patrice Talon ne veut pas de successeur, en tout cas affiché aujourd'hui, ça c'est vraiment réel. Et je voulais terminer par là, même dans son gouvernement, son ancien ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, qui avait émis quelques désaccords avec lui sur la gestion de certaines choses, notamment au plan des réformes constitutionnelles, lui a été limogé, remplacé par Alassane Olusegun, qui lui est un très 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 proche de Patrice Talon. Ce silence a imposé une bombe à retardement, Félix? Non, on ne peut pas parler de bombe à retardement. Patrice Talon a été clair qu'il ne se représentera pas. Et il a été aussi clair en disant qu'il n'est pas du genre à faire la promotion de ses proches, de ses amis, des membres de sa famille pour sa succession. C'est-à-dire pour lui en politique, ses proches ne devraient pas s'agiter déjà, penser à sa succession, mais plutôt continuer à travailler jusqu'au jour où il passera le pouvoir à celui qui aura été élu. N'empêche qu'il a cité le nom de Diobenou. N'empêche que dans son nombre, on voit des personnes comme Diobenou qui a démissionné de son poste, qui se retrouvait à une posture aujourd'hui où quand il ne fait pas beaucoup de bruit, mais on sait qu'à partir de 2025, vers la fin 2025, il va davantage s'afficher et avec lui le soutien de Abdoulaye Bio-Tchane, dont le parti, le bloc républicain à la tête duquel il se trouve également, est un bloc qui se prépare éventuellement pour soutenir celui qui va succéder à Patrice Talon. Quand vous regardez du côté de l'opposition, il n'y a plus personne, c'est une opposition pratiquement décapitée. Rakia Madougou qui se retrouve en prison, Joël Aïvo et tout. Le bloc, la coalition de l'opposition aujourd'hui n'a pas de leader. Le seul leader de la coalition de cette opposition qui parle, qui a une certaine voix, c'est le président Yahi Boni, qui rencontre de temps en temps le président pour essayer de décrisper un peu l'atmosphère, mais il n'est pas candidat lui parce qu'il a déjà dirigé et il n'attend même pas revenir au pouvoir. Mais une chose est certaine, Patrice Talon ne sera pas candidat, il l'a dit, et il est dans cette dynamique, mais c'est un monsieur qui n'a pas envie que dans son ombre, il a cité le ministre qui a été démis, dans son ombre, au lieu que les gens se mettent au travail, ils se mettent à se préparer pour sa succession, il ne veut pas entendre de succession dans son entourage, mais je vois que dans l'ombre, il soutient Diobenou. Parce que Diobenou se prépare. Félix, ce n'est pas tout à fait évident parce qu'il y a quelqu'un aussi qui est dans son staff pour qui il a beaucoup d'admiration. C'est son ministre de l'économie et des finances,
Romiat Ouadani. Oui, je sais que Romiat Ouadani est... Non, mais ça nous fait dire évidemment qu'il y a beaucoup de candidats. Politiquement, vous verrez que Romiat, politiquement, ne fait pas du bruit. En fait, c'est ce que Patrice Talon veut. C'est-à-dire, pendant que nous sommes au travail, pas de politique. C'est-à-dire, parlons, travaillons, et puis maintenant, au moment opportun, quand il s'agira, l'heure aura sonné pour la politique, il a dit il ne sera pas inactif. Oui, je termine. Il ne sera pas inactif à 2026. C'est-à-dire, il y a un moment donné où il va éventuellement se rentrer dans la course. Mais pour l'instant, travaillons. Et moi, j'apprécie cette dynamique. Oui, je pense justement que c'est cette dynamique-là qu'il veut rechercher. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'accent sur ce qu'il est en train de faire actuellement plutôt que d'avoir des velléités de candidature qui peuvent saper peut-être l'harmonie de sa coalition. Et je pense que c'est une bonne... Il y a peut-être une crainte aussi d'implosion de la majorité parce qu'il y a tellement d'ambition. Si. Justement, c'est ce qui explique cela. Parce que justement, il faut mettre l'accent sur le fait qu'on est dans une dynamique de développement du Bénin. Il faut continuer dans cette lancée-là plutôt que de mettre des velléités de candidature, ça et là, qui pourraient saper les fondements du parti. C'est votre avis, Michel Betta? Oui, Talon, il a montré vraiment son très grand respect de la démocratie depuis qu'il est là. Bon, quelquefois, on peut lui reprocher certaines choses, mais moi, je retiens de Talon ce président-là qui a mis fin au culte de la personnalité. Ça, contrairement à ce qu'on assiste ici dans la ville, tu vois les panneaux du président qui sont affichés partout. C'est des choses qu'on doit dépasser. Talon a promis ne pas se représenter en 2026. Et je crois que depuis sa démarche dans son action politique, il montre qu'on peut lui faire confiance. Maintenant, pour tout ce qui se passe autour de lui, moi je pense que c'est révélateur après le coup d'État auquel il dit avoir échappé. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, il soit un peu plus rigoureux vis-à-vis de tous ceux qui manifestent des velléités de candidature pour leur demander de se mettre d'abord au travail en attendant que les Béninois puissent arriver à l'échéance électorale et pouvoir les juger. Aujourd'hui, le Bénin donne à espérer que vraiment, à la suite du Sénégal, il sera un exemple de démocratie. Et c'est ce que nous souhaitons pour notre Afrique. Le Bénin qui a d'ailleurs cité comme un exemple de démocratie, justement. Moi, je suis... vous avez donné un blanc-seing à Patrice Talon. Je crois que c'est de votre droit. Oui, c'est de votre droit. Et moi aussi, je suis très admiratif de sa gouvernance parce qu'aujourd'hui, quand tu arrives au Bénin, il y a effectivement, comme en Côte d'Ivoire, il y a un énorme travail qui est fait. Et ça ressemble très pour très à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il était venu prendre des conseils auprès du président Alassane Ouattara ici, il y a 2 ou 3 ans. Et même avant, il était venu voir et il s'est beaucoup inspiré de la gestion de son aîné, du modèle ivoirien, de la gestion du président Alassane Ouattara. Mais je pense qu'il ne faut pas donner aussi un blanc-seing à Patrice Talon parce que je comprends qu'il peut chercher à resserrer les liens autour de lui dans son camp politique, mais je ne peux pas comprendre qu'il veuille aussi réguler l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont dans l'opposition, en tout cas tous ceux qui ont affiché leur volonté de lui succéder, je l'ai dit, soit en exil, soit en prison. Aujourd'hui, il n'existe pas un seul Béninois qui soit vraiment un vrai opposant au régime de Patrice Talon, parce que Yahi Boni qui est là, qui dirige aujourd'hui un nouveau parti qui n'est plus les Forces Cori pour un Bénin émergent, qui dirige maintenant les Patriotes. Aujourd'hui, Boni Yahi n'est plus candidat à une élection, il est dans une voie pastorale, et donc aujourd'hui, il n'existe plus du tout d'opposition, et ça, ce n'est pas nécessairement à l'honneur du président Patrice Talon. La dernière réaction sur la question, Félix. Patrice Talon, ce n'est pas un acteur politique, c'est un homme d'affaires qui est arrivé au pouvoir. Il ne voudrait pas que la politique sape ses actions de développement. Et moi, j'y suis allé, j'ai vu ce Bénin qui est en train de changer. Cependant, il faut le noter, même s'il y a quelques restrictions que l'opposition est en train de négocier par rapport au code électoral qui est un peu quand même assez serré pour permettre à une opposition d'éventuellement avoir... Pensez au parrainage et le parrainage éventuellement aussi. Et puis les articles 132 et 142, je crois, de la Constitution qui sont quand même assez serrés pour 132 et 146 nouveaux qui quand même restreignent un peu les chances de l'opposition de pouvoir avoir une candidature sérieuse en 2026. Mais je pense qu'il est bon pour lui de vraiment contrôler l'action gouvernementale en faisant en sorte que la politique ne vienne pas vraiment déranger le développement. Il y aura un moment pour faire la politique. Et quand le moment viendra, tout le monde sera dans le jeu politique. Il y a eu des restrictions,
des positions seront prises, des dispositions seront prises pour permettre à la démocratie béninoise de continuer à éclore comme c'est le cas au Sénégal. Il y a des restrictions démocratiques. Par exemple, les médecins et le personnel soignant, notamment les infirmiers, n'ont plus droit de grève. Et ça, je pense que c'est des restrictions. C'est pour les amener à travailler. Qui ne sont pas un vivier. Je pense que chez nous, en Côte d'Ivoire, on a eu la trêve sociale. Qui ne nourrissent pas la démocratie. Bon, ce sera bon pour aujourd'hui. Merci. Pour que le Bénin soit au travail et non pas en train de faire la politique. Merci Félix Boni, Lansine Bakayoko, professeur Koné Diakalia, et merci Michel Betta. Messieurs, merci d'avoir été là ce soir. Merci de nous avoir suivis et on se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.